On va démarrer la présentation de ces nouveautés en parlant du mode rescue. Le mode rescue, c'est quoi? L'objectif, le constat qu'on a fait, c'est que bien souvent, lorsqu'on a une panne, que ce soit sur la plateforme SaaS ou sur une plateforme dédiée, en tout cas une coupure de lien, quelle qu'elle soit au niveau réseau, qu'elle soit au niveau plateforme, entre la plateforme centrale et un collecteur, l'ensemble du périmètre supervisé par le collecteur ne remonte plus, on est quasiment aveugle. Le seul élément sur lequel on n'est pas aveugle, ça va être les notifications mail, puisqu'elles sont gérées directement par le collecteur. Mais c'est relativement limité, puisqu'on ne va pas forcément pouvoir prioriser comme on le souhaite. Et on va se retrouver finalement avec une avalanche d'emails. On ne saura pas forcément ce qui est critique, ce qui concerne de la prod, ce qui concerne des tests. Il va falloir ouvrir chaque mail. Ça va prendre beaucoup de temps et on peut passer à côté d'alertes très importantes. Pour contrebalancer ça et permettre de garder une vue, y compris lors de la coupure entre un collecteur et sa plateforme centrale, on a développé le mode rescue. En quoi ça consiste? Ça consiste en une interface très simplifiée, directement disponible et hébergée sur le collecteur, qui va nous permettre d'avoir une vue très light de l'ensemble du périmètre supervisé par ce collecteur, avec un look and feel proche de l'application principale. On va le voir juste après. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une espèce d'exploitation technique très light, sur laquelle bien entendu il n'est pas possible de faire la moindre configuration, c'est pas du tout le but, mais de consulter, rafraîchir les informations, les paginer, avoir la vue sur les statuts courants, sur les données de supervision, les données brutes de supervision qui remontent, et de pouvoir effectuer un certain nombre de filtrages. Donc c'est vraiment donner la possibilité à l'utilisateur directement sur site, ou par un autre moyen, s'il accède au boîtier depuis notre IP ou que sais-je, d'avoir directement accès à la donnée supervisée sans forcément attendre des notifications par email. On donne une vue beaucoup plus intéressante en mode dégradé. Donc l'interface dégradée, ça ressemble à ça. Enfin, l'interface rescue ressemble à ça. Donc on est dans un mode de fonctionnement dégradé. On va toutefois avoir toujours la liste, donc notre exploitation technique, notre liste d'éléments. On va avoir la possibilité de consulter la date de dernier changement, la date de dernier contrôle, le détail des informations de supervision. On va avoir des zones de filtre en haut sur le statut, sur le nom, sur l'IP. Et on va avoir la possibilité, comme je vous disais, de paginer et d'avoir un auto-refresh. Donc là, ici, techniquement parlant, comment ça se passe? On est connecté directement sur la box, avec l'IP de la box. Une ouverture de port est nécessaire, bien entendu, pour aller taper sur cette IP-là. Ça peut être le port 80, ça peut être un autre port, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça se configure. Et ça nous permet de consulter, comme on le voit ici, les informations invitées, les statuts critiques, donc de pouvoir trier, et d'avoir une vue déjà bien plus complète. J'anticipe la question qui va être de dire, la remarque liée à la sécurité, qui va être de dire, mais du coup, vous ouvrez des nouveaux ports et vous rendez les box vulnérables accessibles. Non. Par défaut, cette fonctionnalité-là, elle est incluse dans le package, donc vous l'avez sur toutes vos box. Pour autant, elle n'est pas active, pour des raisons évidentes de sécurité. Si vous souhaitez l'activer, on a une toute petite procédure à faire. Donc le mieux, généralement, pour la première, c'est de vous rapprocher du consultant ou de l'assistance pour qu'il vous donne la marche à suivre. Et après, si ça vous intéresse et que vous l'avez testé sur une, vous pouvez l'étendre à l'ensemble de votre périmètre. Donc, une chose à retenir, ça peut être très utile, pour autant, on ne vous l'impose pas, bien entendu, et il peut être intéressant de le tester. C'est pas du tout une option, il n'y a pas de surcoût, c'est quelque chose qu'on a inclus. Voilà. N'hésitez pas à le tester, ça peut être très intéressant dans certains contextes, dans des périmètres extrêmement critiques. Ça peut être aussi une garantie de plus que vous apportez à vos clients quand vous mettez en place la solution chez eux. Voilà. Ça peut être intéressant. État courant du parc, les évolutions. Donc l'état courant du parc, c'est un rapport qui existe depuis longtemps dans la solution. C'est un des rapports, d'ailleurs le seul rapport qui est envoyé directement par email, qui n'est pas envoyé dans un Excel ou dans un PDF, donc le contenu est directement dans un mail. Et c'est un rapport qui présente une photo, finalement, de votre parc à l'instant T. Donc votre parc à l'instant T, on avait déjà beaucoup d'informations sur l'état courant de chaque élément. On a voulu aller un petit peu plus loin en affichant deux choses supplémentaires, qui sont la synthèse du nombre d'équipements par catégorie, ce qui va nous permettre de savoir très rapidement le type de parc
sur lequel on a effectué le reporting. Est-ce qu'on est plutôt sur un parc de serveurs Linux, de serveurs Windows? Est-ce qu'on est sur un parc majoritairement composé d'équipements réseau? Donc ça peut donner déjà un certain nombre d'éléments quand on fait nos contrôles. Et on affiche également un lien fort avec les événements. Donc toutes les alertes qu'il y a eu, donc les changements de statut, ce qu'on appelle événement. Type d'événement, ce qu'on voit ici dans l'exemple, c'est le passage en critique. On va avoir la date d'événement et on va également avoir les informations d'acquittement et éventuellement de création de ticket dans le cas où on a une création de ticket, c'est-à-dire un lien ticketing entre la supervision et votre ITSM, quel qu'il soit. Donc on a rajouté ces informations-là dans le rapport. Pour nous, elles nous semblaient vraiment pertinentes dans l'usage de ce rapport, puisqu'on est vraiment sur une logique de photo. Et quand on fait une photo de l'état courant du parc, il nous manquait les informations de quand sont arrivées les dernières choses sur ce parc, les derniers événements, et est-ce que ces événements ont bien été pris en compte. Si on voit des événements critiques avec une date de début d'événement mais sans acquittement, tout de suite, pareil, on va savoir, comme on le verrait sur l'exploitation technique par exemple, que ces événements-là n'ont pas été acquittés. Donc ça peut être intéressant de l'avoir également dans ce rapport. On a des zones de filtre et de tri qui du coup associées à ces nouvelles fonctionnalités qu'on va retrouver dans la configuration du rapport. Comme on le voit ici, on a type d'alerte dans l'affichage des alertes. Donc au niveau de la configuration associée à ce rapport. Donc on va avoir deux possibilités. Je vous disais, on a la possibilité de filtrer donc, sur les types d'alertes, les alertes avec équipement ou toutes les alertes. Et on va aussi avoir la possibilité d'effectuer un tri sur ce détail d'alerte, en disant je veux d'abord trier par date ou je veux trier d'abord par type d'alerte, puis par date. Ce qui va nous permettre d'avoir, dans le deuxième cas, les alertes critiques en premier, ou les événements les plus récents, dans le premier cas. En pratique, sur l'aperçu, puisque après on va le recevoir bien sûr dans un mail, on va avoir donc toutes nos informations qu'on a déjà actuellement, c'est celle qui est au-dessus avec toutes les pastilles de couleurs, et on a rajouté, ici il est affiché en anglais, mais bien entendu il est dans les deux langues, on va avoir le résumé des équipements sur le périmètre de filtre du rapport et la liste des événements qu'on retrouve en dessous. Avec énormément de colonnes, puisqu'on va avoir le type d'événement, la date de début, la date d'acquittement ticket, on va avoir le site, on va avoir l'équipement lui-même, bien entendu, le service, le type, tout n'est même pas forcément renseigné en fonction des lignes, l'information supplémentaire et qui a acquitté dans le cas d'un acquittement. On a aussi le honneur. Donc c'est une information qui est assez synthétique. Je poursuis sur les nouveautés. On va parler gestion des utilisateurs maintenant. On a remarqué certains cas où la création d'utilisateurs peut être fastidieuse puisqu'on impose dans la solution un mot de passe d'une certaine force, ce qui nous semble indispensable dans un outil de ce type. Pour autant, il y avait parfois besoin d'aller faire des manipulations, comme aller sur des sites tiers pour générer des mots de passe forts. C'était pas forcément très très ergonomique, surtout quand on avait 30 utilisateurs à créer. Donc on a rajouté un petit bouton qui, en tout cas nous déjà au niveau consultant, nous facilite bien la vie et qui peut aider un certain nombre de nos partenaires qui gèrent beaucoup de comptes à les gérer beaucoup plus efficacement. C'est la génération de mots de passe forts. Donc comment ça se présente? Ça se présente de la manière suivante. Au niveau de la fiche utilisateur, on a un bouton générer un mot de passe qui va nous remplir automatiquement les champs mots de passe et nous fournir le mot de passe généré en dessous en clair, ce qui nous permet de le copier-coller par exemple pour l'envoyer au client ou le stocker dans notre référentiel en fonction de votre politique de gestion de mot de passe. À chaque clic, on le régénère et on est bien sûr assuré que ce mot de passe respecte, c'est la moindre des choses, les prérequis et les standards de sécurité de l'outil. Je vous ai fait un peu patienter pour la grosse nouveauté de ces dernières versions qui est le Dashlink. Le Dashlink, c'est quoi? C'est la possibilité de partager des dashboards DataVis en mode public. C'est-à-dire partager avec un lien, sans authentification, vos dashboards DataVis. Donc comment ça se passe? Très simplement, on a la possibilité, je vous montre une petite vidéo après, on a la possibilité d'aller activer ou non le partage au sein d'un dashboard. Ça va avoir pour effet de nous générer un lien qu'on va pouvoir copier dans le presse-papier ou envoyer
à nos utilisateurs, à nos clients même, hein, c'est plus que des utilisateurs, à des contacts internes qui n'auraient pas forcément accès à la supervision et qui voudraient suivre en lecture seule certaines métriques, certaines météos de service, des utilisateurs purement métiers, par exemple, qui voudraient uniquement suivre l'état de certaines météos de service et pour lesquels vous n'auriez pas forcément d'une intégration SharePoint ou autre qu'on utilise actuellement quand on veut partager des météos. Et vous n'avez pas forcément envie de leur créer un compte sur la supervision, vous avez envie que ce lien se promène dans le service, vous ne savez pas forcément pour qui créer les comptes, ou vous voulez tout simplement l'afficher sur une télé au sein d'un centre de service, au sein d'une équipe. Vous pouvez avoir besoin d'afficher sur un grand écran un certain nombre de dashboards. Actuellement, on obligeait, entre guillemets, enfin il n'y en avait pas trop le choix, il fallait avoir au moins un compte et se connecter via la télé, donc avoir une souris, avoir une télé connectée ou avoir branché un clavier dessus pour aller se connecter à ServiceNav, le mettre en plein écran et à partir de là, aller sur les dashboards. C'était un petit peu plus fastidieux, surtout quand on devait le faire sur 5 ou 10 télés dans le cadre des grosses organisations. Donc là, l'idée, c'est d'avoir uniquement un lien. Ce lien peut être utilisé dans n'importe quel navigateur directement, sans authentification. On peut révoquer ce lien à tout moment en désactivant le partage. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Je suis sur mon dashboard, je clique sur le lien de partage, j'active le partage, j'ai la possibilité de copier dans le presse-papier ou d'aller directement voir mon lien afin de m'assurer qu'il fonctionne. A priori, il fonctionne. Ça me permet surtout d'avoir un exemple de rendu tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Dans le rendu du Dashlink, on va avoir toujours le logo, bien entendu. Donc, vous gardez quand même un certain branding dans l'affichage, même s'il est très épuré, parce que, comme je vous dis, ce lien, il peut être partagé potentiellement à des clients, à des utilisateurs finaux. Donc, c'est quand même important de garder une identité sur ce qui est partagé. On va avoir le nom du dashboard, et derrière, on va avoir l'intégralité des informations, bien entendu en lecture seule, avec des interactions très limitées. Il faut se rappeler qu'on est ici dans un contexte non authentifié. Donc tout ce qui est modification, accès aux détails de la configuration, on oublie. L'objectif, c'est vraiment de présenter un dashboard. Donc on va pouvoir paginer, on va pouvoir modifier les colonnes affichées, on va pouvoir trier toutes les actions côté user qui ne remettent pas en question la configuration sont possibles. Mais on ne pourra pas acquitter, on ne pourra pas aller dans la configuration de l'élément, on ne pourra pas lancer de contrôle immédiat, bien entendu, ce n'est pas du tout le but. Le but ici, c'est d'avoir un affichage read-only. On va avoir aussi la possibilité de mettre le widget en plein écran, comme on le voit ici, voilà. Là, on a mis la liste des statuts en plein écran. Mais toujours dans ce contexte de read-only. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Ça fait très longtemps qu'on nous le demande, ce partage de dashboard. Et avec l'arrivée du DataVis, il y a eu encore plus de pression là-dessus et c'est vraiment quelque chose qu'on se devait de fournir pour compléter la proposition de valeur autour du DataVis. Autre élément, évolution de la frise temporelle. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Évolution de la frise temporelle. Donc la frise temporelle, vous le connaissez aussi sous le nom d'historique dans la fiche détail d'un équipement ou d'un service unitaire. C'est ni plus ni moins que l'historique des statuts. Donc ça fait, vous connaissez tous parce que ça fait depuis quasiment le début de l'application que ça existe. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait évoluer cette partie-là, donc on a souhaité la faire évoluer pour lui amener plus de valeur en lui permettant d'afficher davantage d'informations. Désormais, la frise temporelle affichera également les tickets, chronologiquement bien entendu, c'est tout l'intérêt, c'est une frise temporelle avant tout, les maintenances, les acquittements, et un bouton précédent suivant qui va permettre d'accéder au changement de statut. Donc à chaque fois qu'on passe de vert à rouge, de rouge à orange, etc., le fait d'appuyer sur le bouton suivant va nous positionner pile au moment de ce changement de statut. C'est très intéressant pour des éléments qui ne changent pas souvent et pour lesquels on a peur d'avoir, en scrollant ou en mettant nos filtres de date, on a peur d'avoir raté des changements de statut. Par exemple, dans l'analyse, dans la recherche de problèmes, si on essaie de faire un peu de corrélation, on se dit à quel moment le statut a changé, ce sera la manière la plus pratique d'y répondre. Les maintenances, on va les représenter par une rubalise, c'est ce qu'on voit en bas à droite de la slide, qui va se positionner du début à la fin de la maintenance. On va avoir une rubalise de chantier qui va se tracer en fait. Et en cliquant dessus, de la même manière que pour les tickets ou les équipements, on va avoir tout le détail de la maintenance. C'est ça qui est intéressant.
Petit détail sur le lien vers le ticket. Donc ça, bien sûr, ça concerne les utilisateurs, les comptes qui ont une intégration ticketing. On va avoir la possibilité d'aller directement sur l'ITSM avec le lien vers le ticket. C'est quelque chose qui est déjà disponible dans l'exploitation technique. Ben là, on l'a remis, on l'a reporté également sur la frise temporelle. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, sur ma frise temporelle, on voit que j'ai un début de maintenance, une création de ticket et un acquittement. Il a commencé à me tracer, ça peut être en fin, ça peut être dans le passé, hein, bien sûr, ça persiste. Il a commencé à me tracer les informations et j'ai mes pop-up en cliquant dessus qui me permettent d'avoir tous les détails de ces opérations. Pour le bouton précédent suivant, autre exemple, voilà, je clique sur précédent, il m'amène directement au début du statut OK ou du statut critique en fonction du sens. Autres améliorations sur la solution. On a introduit sur l'ensemble des listes des boutons flottants. Donc comme on le retrouve ici, qui nous permettent, tout en scrollant dans la liste, d'avoir toujours accès à nos actions. Ça c'est pareil, ça a l'air de rien, mais c'était demandé depuis un certain temps et ça fait bien gagner du temps dans l'exploitation du quotidien ou dans la configuration, puisqu'on l'a mis aussi bien dans la partie exploitation technique que dans les menus de configuration. On a également mis en place un avertissement en suppression de composants de service utilisateur. Actuellement, ça sera d'ailleurs toujours le cas, un service utilisateur est composé d'équipements, de services unitaires et potentiellement d'autres services utilisateurs. Lorsqu'on supprime un élément, on ne sait pas toujours s'il entre dans la composition d'un service utilisateur. Et il ne suffit pas de le savoir, dans le cas d'une grosse conf, il faut aussi savoir dans quel service utilisateur, dans la composition de quel service utilisateur cet élément rentre. Pour pouvoir soit ne pas supprimer l'élément, parce qu'on s'est peut-être trompé de ligne, soit assumer la suppression de l'élément, mais aller du coup conserver notre intégrité en allant modifier le service utilisateur, soit en enlevant l'élément, soit en le faisant pointer sur un autre. Indispensable, puisque sinon vous allez vous retrouver avec un service utilisateur qui aura un de ses composants en gris, donc qui sera potentiellement soit en dégradé, soit hors service, en fonction du niveau de dépendance. Le fait de cliquer sur cette liste, on va le voir après dans un exemple concret, va permettre d'avoir la liste des composants et le service utilisateur qu'ils composent. Ce qui va nous permettre d'agir avec la société de rattachement, donc ce qui va nous permettre d'agir beaucoup plus efficacement et de ne pas en oublier. Troisième élément, on est un peu plus dans le détail, mais ça reste intéressant, la validation des fenêtres par la touche entrée. Ça pareil, je pense vraiment à un contexte de configuration sur des gros volumes, très intéressant quand on configure une modale. C'est quelque chose de très naturel, c'est le cas sur la quasi-totalité des systèmes informatiques. En validant dans une modale de configuration ou dans un formulaire, ça va me valider le formulaire via la touche entrée. Donc ça, c'est quelque chose pareil qu'on souhaitait ajouter depuis un certain temps. Et on avait tort de s'en priver plus longtemps. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc les boutons flottants, comme on le voit en haut, qui sont disponibles sur toutes les listes, autant sur la partie exploit technique que sur la partie configuration. Et l'avertissement en suppression d'un composant. Donc ici, je suis dans mes services utilisateurs et je veux supprimer un service utilisateur qui est composant d'un autre service utilisateur. Au moment de la suppression, on va me dire attention, les éléments de cette liste entrent dans la composition d'un service utilisateur, être sûr de vouloir supprimer la sélection. Et en cliquant sur cette liste, je vais pouvoir télécharger mon listing Excel, CSV. Si vous n'avez pas Excel, c'est pas grave, c'est du CSV. Et on va pouvoir consulter quels sont les services utilisateurs que je suis en train de supprimer et quelles sont leurs dépendances. Donc ici, j'ai essayé de supprimer le service utilisateur téléphone Philippe, qui est sur le site client 5, et il est dépendant de 2 services utilisateurs. Il est composant de 2 services utilisateurs qui sont également sur client 5 Carrel. Donc il me faut soit aller modifier ces services, soit ne pas supprimer les composants que je suis en train d'essayer de supprimer. Quelques nouveautés sur les plugins. On continue dans notre souhait d'enrichir l'offre
autour d'Azure. On est également en train de travailler sur l'enrichissement de l'offre autour d'AWS, sur 2 acteurs majeurs du cloud. Donc sur Azure, un certain nombre de plugins pour la partie PaaS, que ce soit sur SQL, sur l'App Service, le Hub IoT également. Donc ce sont des plugins qui sont sur du statut, donc ils vont nous renvoyer des états de santé des différents éléments. On va communiquer davantage sur Azure dans les versions qui viennent, puisqu'on est en train de préparer et de perfectionner un plugin autour des métriques, un plugin qui sera très générique et qui va nous permettre de superviser énormément de métriques Azure. La liste fournie par Microsoft est très, très importante et ce plugin sera très générique. Donc l'intérêt, c'est qu'on pourra vraiment couvrir beaucoup de besoins autour de la supervision Azure. J'aurai l'occasion de vous en reparler en détail. C'est une des briques. Kaspersky. Donc de Kaspersky, pareil, on fait déjà un certain nombre de choses. On enrichit encore l'offre avec une supervision de l'agent. On va également avoir les informations sur les statuts des licences, l'inactivité ou non de la protection, pour les protections qui sont désactivées de la manière locale. J'ai vu passer une question, je réponds à la fin. On est bientôt à la fin. On tape un not connected for long time, donc là c'est pareil, avec une absence de connexion passé un certain délai. Donc c'est des informations qui se rajoutent, qui vont enrichir encore le périmètre de supervision autour de Kaspersky. Pour rappel, il y a aussi également un certain nombre de correctifs mineurs sur les plugins. On ne communique pas forcément dessus sur les webinars. Ça n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et généralement, vous avez le suivi de ces correctifs directement dans les demandes de support, quand ils sont issus d'une demande de support que vous avez pu faire. J'en profite pour faire deux petits rappels. Le premier, c'est celui qui est à l'écran, mais ça vous commencez à bien connaître. Les plugins, vous les retrouvez bien entendu tous dans notre catalogue qui est mis à jour à chaque version, en mode box comme en mode agent. Les plugins qu'on a présentés ici sont des plugins en mode box. Et deuxième petite précision, on va avoir, là, j'ai vu passer une question justement qui me dit à quoi correspond le suivi des licences, je crois, sur le plugin Kaspersky. Cette réponse-là, et c'est pas parce que je ne veux pas répondre, hein, c'est vraiment une bonne pratique, elle est dans le catalogue. Dans le catalogue, on a chaque modèle de contrôle, et c'est pour ça que dans la vidéo, la présentation là, je vous ai mis exactement les noms exacts qu'ils ont dans le catalogue. Dans le catalogue, vous avez chaque point de contrôle avec la description précise en français, claire et non technique, de ce que fait ce point de contrôle et de la manière dont il faut le configurer. Si malgré ça, c'est pas clair, c'est que c'est à nous de travailler pour rendre la description encore plus claire. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un petit mail à l'assistance pour demander une explication claire de ce que fait le point de contrôle. Et derrière, nous, on fera une évolution de la doc. Ça sert aussi à ça. Une doc n'est jamais parfaite. Elle doit vivre en permanence. Deuxième petit point de rappel concernant la manière de créer des tickets et de suivre vos tickets. J'en profite, hein, c'est un petit peu hors ServiceNav, c'est valable, même si vous utilisez d'autres outils qu'au service, ça vaut aussi. Notre assistance, elle peut être contactée par téléphone, elle peut être contactée par mail, ça normalement vous avez déjà ces canaux, et elle peut également être contactée par notre portail d'extranet, support.servicenav.io. Certains l'utilisent déjà beaucoup, il a un certain nombre d'avantages, vous avez un suivi très précis de vos tickets, vous avez l'ensemble des actions qui ont été faites dessus, l'état courant, ça vous permet de laisser des commentaires, d'ajouter des captures d'écran, et ça vous permet également de créer de nouveaux tickets directement, sans envoyer de mail, sans téléphoner. Vous pouvez les créer via un formulaire directement sur le portail, en rajoutant des pièces jointes, en rajoutant tous les commentaires nécessaires. Donc c'est un autre canal de création et surtout, vraiment j'insiste, de suivi, puisque vous n'aurez pas besoin d'envoyer des mails ou d'appeler pour avoir un suivi des tickets en cours et ça vous permet d'avoir une vue globale, vous avez la liste, et de prendre éventuellement des actions quand certains tickets sont chez vous. Relancer les bonnes personnes, apporter les éléments, ou mettre des commentaires si la situation évolue entre-temps. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est vrai qu'on a fait une petite réunion sur le sujet la semaine dernière en équipe. On se disait, c'est dommage, on n'a pas encore assez de clients qui utilisent ce portail, alors qu'il est vraiment là pour ça. Donc support.servicenav.io. Et si vous n'avez pas de compte, vous faites un petit mail à l'assistance qui se fera le plaisir de vous créer un compte. On peut en avoir un par partenaire ou un par personne, il n'y a aucun problème, ce n'est pas limité. Tant que les personnes sont un minimum formées sur l'application et qu'elles seront qualifiées leurs problèmes un minimum.
Sinon, c'est tout l'intérêt des pivots en interne de centraliser les demandes pour qu'elles soient priorisées efficacement chez nous. Je vous remercie pour votre écoute. On va passer aux questions.